Ce lundi à Ouagadougou, au Burkina Faso, le président Alassane Ouattara a assisté aux travaux du 20e anniversaire de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Thème de ce rendez-vous bilan, 20 ans, les voies d'un développement solidaire en Afrique de l'Ouest. Compte rendu dans quelques instants. Après 16 ans d'interruption, le Sahara est de retour. Le Sahara, c'est le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Cette troisième édition aura lieu du 3 au 12 avril 2015 avec comme sujet de réflexion le développement durable de l'agriculture. L'actualité en Côte d'Ivoire est également marquée par cette conférence de presse prononcée par Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, le Front populaire ivoirien. Cette conférence a été essentiellement consacrée au procès en cour d'assises de 89 proches de l'ex-président Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire abritera les 8e Jeux de la francophonie prévus du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Un comité international des Jeux séjourne en ce moment dans notre pays. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Comme tous les lundis, vous aurez le grand format proposé par le service politique de la rédaction. Le grand format est aujourd'hui consacré à un objectif prioritaire du gouvernement ivoirien, celui de faire du pétrole le deuxième pilier de l'économie ivoirienne. Le grand format dans quelques instants. Commençons par ce rendez-vous bilan de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les travaux ont eu lieu ce lundi à Ouagadougou, au Burkina Faso, en présence du chef d'État ivoirien. Le président Alassane Ouattara a pris une part active aux travaux du 20e anniversaire de l'institution, 20e anniversaire essentiellement consacré à la recherche des voies et moyens pour un développement solidaire en Afrique de l'Ouest. Awa Touré, envoyé spécial. L'UEMOA a 20 ans au service de l'intégration et du développement de l'espace ouest-africain. Pour marquer cet événement, les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, au nombre desquels le président de la République Alassane Ouattara, se sont retrouvés à Ouagadougou pour apprécier le chemin parcouru et explorer les voies d'un développement solidaire en Afrique de l'Ouest et surtout faire une projection sur l'avenir afin de relever de nouveaux défis à travers le programme économique régional 2012-2016 et le plan stratégique 2011-2020. Le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, et le président du Conseil des ministres, Gilles Bayé, ont dans leur intervention salué les acquis de l'Union 20 ans après, notamment la stabilité du franc CFA et le taux de croissance de la zone UEMOA qui est de 6% et même 10% dans certains pays, avant d'appeler à la consolidation de ces acquis à travers l'application des réformes communautaires. Le président du Faso, Blaise Compaoré, a pour sa part indiqué que 20 ans représentent l'âge de la maturité pour l'Union. Aussi, voudrais-je saluer la pertinence du thème de cette commémoration qui interroge sur les voies d'un développement solidaire en Afrique de l'Ouest après 20 ans d'existence de l'UEMOA. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, honorables invités, l'UEMOA est une organisation exemplaire à l'échelle continentale au regard des résultats acquis. Elle est une référence de par la qualité et l'efficacité de ses différents organes qui ont permis aux pays membres d'amortir les chocs exogènes, dont principalement la crise internationale qui frappe le monde depuis près de 8 ans. À l'orée de sa 3e décennie, il faut, selon le président de la conférence des chefs d'État, président du Bénin Thomas Yahi Boni, donner une nouvelle impulsion à l'UEMOA, faire de lance de la politique d'intégration. Je mettrai un accent particulier sur la revue de la mise en œuvre des réformes, la réalisation du pacte de stabilité et de solidarité et pour assurer l'application effective des textes communautaires et l'exécution efficace des programmes, des projets et des réformes de notre Union. À cet égard, je voudrais me proposer, et je suis sûr que vous en avez convenance, chers chefs d'État et de gouvernement, de réunir les premiers ministres des États membres de l'Union pour donner une impulsion politique au mécanisme de cette revue. Par une déclaration lue par le président en exercice, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA a apporté son soutien et sa compassion
à la Guinée, au Libéria et à la Sierra Leone, des pays frères touchés par la fièvre hémorragique à virus Ebola. La conférence a offert 1 500 000 $, environ 750 millions de francs CFA, à ces pays. Et vous allez voir en image, le chef de l'État est donc de retour ce soir même en Côte d'Ivoire. Il est arrivé aux environs de 19h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Voilà, rappelons donc que le chef de l'État rentre de Burkina Faso où il a assisté aux travaux du 20e anniversaire de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Demain, vous aurez le compte-rendu complet de notre envoyé spécial sur les temps forts de ce rendez-vous bilan. Comme vous voyez, le chef de l'État a été accueilli par des présidents d'institutions et des membres du gouvernement. Merci donc à la réalisation. Autre actualité, après 5 ans d'interruption, le Sahara est de retour. Le Sahara, c'est le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Cette 3e édition, après celle de 92 et 97, aura lieu l'année prochaine, du 3 au 12 avril 2015, avec comme sujet de réflexion la promotion de l'investissement agricole durable. L'information a été officiellement donnée ce lundi par le Premier ministre, chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan. Noël Niagno. De la tenue de ce salon du 3 au 12 avril 2015. D'ici à là, le SARAS, Salon international de l'agriculture version 2015, va se donner les moyens d'être la vitrine de la nouvelle agriculture ivoirienne dans toutes ses dimensions, en ressources végétales, animales et forestières. Pour ce comeback 16 ans après la 2e édition de 1999, SARAS 2015 va revêtir de nouveaux habits. Par son organisation, le SARAS 2015 sera une illustration concrète du partenariat public-privé. La 2e spécificité du SARAS 2015 réside dans le contenu même de l'événement, qui s'articule autour d'activités d'ordre promotionnel, scientifique, commercial et médiatique. Salon de l'agriculture pour 2015, il s'agit de mettre l'accent sur l'investissement, mais précisément dans le secteur agricole. Ces innovations vont permettre d'éplucher le thème de l'édition 2015, la promotion de l'investissement agricole durable en Côte d'Ivoire. L'organisation du Salon d'agriculture et des ressources animales est une occasion idéale pour les décideurs, les promoteurs, les opérateurs économiques et les consommateurs de se retrouver pour échanger en vue d'apporter les meilleures réponses aux besoins du secteur et aux attentes donc des populations. J'invite chacune et chacun à œuvrer dans une synergie d'action pour la promotion de l'agriculture en Côte d'Ivoire et dans nos sous-régions. La reprise du Sahara devrait être l'un des moyens de repositionner durablement la Côte d'Ivoire comme la vitrine agricole de la sous-région. Pour cette vitrine, 9 pôles seront constitués, c'est-à-dire des espaces pour mieux valoriser les parties prenantes au Sahara 2015, les districts, les entreprises internationales, les produits présentés par les coopératives, les semenciers, le potentiel en élevage, l'industrie locale, le potentiel forestier, enfin tous ceux qui gravitent autour du salon. Le Sahara 2015 aura un invité de marque, le Maroc, pour son savoir et son savoir-faire en la matière. Les réserves pétrolières, surtout celles situées en eau très profonde, entre 3000 et 4000 en dessous du golfe de Guinée, seront désormais exploitées parce que l'objectif visé par le gouvernement est de faire du pétrole le 2e pilier de l'économie ivoirienne, en plus du café et du cacao. Le projet a été lancé à Houston, aux États-Unis. Une délégation du gouvernement est allée à la rencontre des principaux acteurs économiques du secteur pétrolier à l'occasion d'un roadshow initié par le ministre du Pétrole et de l'Énergie. Pourquoi Houston? Que recherche exactement le gouvernement ivoirien? Comment s'est déroulé ce roadshow? Quels en sont les résultats? Les réponses dans ce grand format proposé par Sylvie Touré, envoyé spécial à Houston. Même si l'agriculture doit rester un élément très fort, il faut diversifier la base économique. La solution est toute trouvée. Le pétrole sera le second pilier qui soutiendra l'économie du pays. Ainsi en a décidé le gouvernement. Destination Houston, ville du Texas, dans le sud des États-Unis. La ville est choisie pour le lancement du projet.
Un choix pas fortuit selon le délégué général chargé de la promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Tous les grands majors dans le secteur pétrolier sont présents à Houston. C'est la ville où il faut être vu. Houston, capitale mondiale du pétrole. La Côte d'Ivoire s'y vend. L'activité suscite un réel engouement. Une trentaine de compagnies pétrolières prennent part à ce roadshow. Celles capables d'explorer en eau très profonde, c'est-à-dire entre 3000 et 4000 mètres en dessous du sol, pourront négocier les 7 blocs situés dans le golfe de Guinée. Le gouvernement a conduit des programmes de sismique 2D qui nous ont permis quand même de voir les potentialités qui existent dans la zone. C'est au vu de ces potentialités que nous avons découpé cette zone en 7 blocs. Ceci donc, c'est une aventure nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Une nouvelle aventure dont l'objectif est clair. Augmenter la production nationale de pétrole de 20 000 actuellement à 200 000 barils jour dans les années à venir. Que les productions de pétrole en Côte d'Ivoire ont baissé. Depuis les années 90, on est situé entre 50 000 et 80 000 barils le jour. On est tombé à 20 000 barils le jour. Pourquoi? Parce que dans la décennie de crise, il n'y a pas eu d'investissement nouveau. Or, c'est parce que quand vous trouvez donc de nouveaux champs pétroliers que vous exploitez que la production donc augmente. Alors l'objectif donc indiqué par le ministre au titre du gouvernement, c'est que depuis lors, il y a eu de nouveaux champs qui ont donc été donnés, de nouveaux fourrages qui ont lieu, et nous pensons que la production qui est autour de 20 000 barils par jour doit être multipliée par 10 au moins. Et déjà, le projet a trouvé preneur. Anadarko Petroleum Corporation, basée au nord de Houston, l'une des majeures de l'exploration pétrolière, déjà présente en Côte d'Ivoire. À elle seule, elle fait 800 000 barils jour, 40 fois mieux que la Côte d'Ivoire. Son vice-président réitère la volonté du groupe d'explorer les côtes ivoiriennes. En exploration, nous sommes en phase d'évaluation de ressources pétrolières découvertes. Donc, activement, on essaie d'évaluer les volumes pour voir la faisabilité économique de produire ces réserves pétrolières. ExxonMobil, super-major pétrolière au monde, chiffre d'affaires supérieur à celui des 166 des 193 États reconnus par l'ONU. Capacité 6 300 000 barils par jour. Un cadre d'entente a été conclu. Une délégation est annoncée à Abidjan dans les prochains jours. Nous sommes très contents, très excités et vraiment prêts à démarrer et aller en Côte d'Ivoire et commencer des investissements dans le secteur de l'exploration pétrolière. Ali Burton, spécialisé dans la fourniture des services d'exploration, veut pour sa part apporter un appui technique à toutes ces entreprises qui voudront explorer les côtes ivoiriennes. Les responsables de la firme ont exprimé leur désir au Premier ministre et à sa délégation. Faire du pétrole le second pilier de l'économie ivoirienne, le gouvernement y tient. Le conflit frontalier avec le Ghana ne saurait plomber cette ambition, selon le Premier ministre. Écoutez, avec le Ghana, je pense qu'au départ, il y avait eu un accord avec eux, qui va avoir une réunion au niveau donc, des techniciens d'abord, ensuite au niveau donc, des ministres, au niveau donc, des chefs d'État. On était dans cette perspective, puisque en fait, la rencontre de Sudani a fait septembre, donc à Accra, lorsque nous avons eu la décision du Ghana d'aller en arbitrage. Bon, mais écoutez, le président de la République a dit, mais écoutez, ce sont des frères, il n'y a pas de problème, voilà en arbitrage, chacun va amener ses arguments et la Cour internationale prendra ses positions. Les grands blocs qu'on présente ici, il n'y a qu'un seul qui est du côté donc, de la frontière du Ghana, c'est le 543. Alors que tous les autres grands, du 600 au 606, sont sur le côté ouest et centre. Donc il n'y a pas de problème pour ces dossiers-là. La demande nationale et sous-régionale en électricité, estimée à 1630 MW en 2014, passera à 1800 en 2015 et à 4000 MW à l'horizon 2020. Si les résultats de l'exploration des 7 blocs s'avèrent positifs, les premières gouttes de pétrole seraient recueillies dans 7 ans et contribueraient à soutenir la croissance énergétique de la Côte d'Ivoire et l'économie du pays. C'était le grand format proposé par Sylvie Touré, envoyé spécial de la rédaction à Houston. Des États-Unis, on atterrit à Paris, la capitale française, où la diaspora ivoirienne a été suffisamment informée sur la politique d'acquisition de logements sociaux en construction en Côte d'Ivoire. Le point de cette mission du gouvernement avec Adama Koné.
Le programme de construction de logements socio-économiques et de standing s'exporte. Après les nationaux résidents, les Ivoiriens vivant à l'extérieur sont la cible du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. En collaboration avec le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, l'opération de présouscription a débuté le 18 octobre dernier à Paris. Le logement est un facteur d'intégration sociale par excellence. Le président Alassane Ouattara veut que l'accession au logement soit un des marqueurs de sa politique. Beaucoup m'ont interpellé parce qu'ils ont été l'objet d'arnaques. Quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour éviter ces arnaques? Quels sont les mécanismes financiers qui vont permettre donc de financer le logement pour les Ivoiriens de l'extérieur? Nous avons déplacé lors de la Chambre des notaires comment accompagner nos frères à l'extérieur. C'est une innovation, c'est plutôt ce qu'il faut retenir et c'est ce qu'il faut saluer. Aspect pratique, ce sont 38 promoteurs immobiliers qui sont en contact direct avec les demandeurs de logement. Ces derniers livrent leurs premières impressions. C'est un très beau projet. Il faut que ce genre d'initiative-là se perpétue et se multiplie. Je viens de l'Allemagne, expressément pour ça. C'est une très bonne chose. On voit le professionnalisme de la chose, il faut le dire. On a eu l'habitude de voir certaines choses, mais ça, on est rentré dans une étape assez professionnelle. L'opération de présouscription pour les logements socio-économiques et de standing pour les Ivoiriens vivant à l'extérieur s'achève le 25 octobre prochain à Paris. Et retenez que les Ivoiriens vivant à travers le monde sont estimés à quelque 1 240 000 âmes. Selon le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, environ 60% résident en France, 21% aux États-Unis, 8% en Italie, 8% au Royaume-Uni, 3% au Sénégal et 10% dans le reste du monde, avec une population de plus en plus jeune, puisque plus de 55% sont âgés de 20 à 35 ans. L'actualité en Côte d'Ivoire, marquée également par cette conférence de presse prononcée par Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, le Front populaire ivoirien. Cette conférence a été essentiellement consacrée au procès en cour d'assises de 89 proches de l'ex-président Laurent Gbagbo. Sur les 89 pro-Gbagbo appelés à la barre ce mercredi, 83 dont le président du Front populaire ivoirien, Simone Gbagbo, Aboudraman Sangaré, professeur Hakim Gbo et Daniel Boni-Claverie comparaîtront effectivement devant la cour d'assises. Le président du Front populaire ivoirien en appelle à un procès démocratique. Je voudrais en appeler à la grande responsabilité des magistrats chargés de ce procès et au-delà de tout le corps judiciaire en Côte d'Ivoire dans cette phase cruciale de l'histoire de notre pays. La justice est le pilier principal de la paix dans un pays. C'est pourquoi l'opinion nationale et internationale attend de la justice qu'elle dise le droit. Le procès contre les pro-Gbagbo se tiendra conformément à l'arrêt du 10 juillet 2013 rendu par la Cour d'appel. Les faits retenus contre les accusés sont entre autres atteinte à la défense nationale, complot contre l'autorité de l'État, constitution de bandes armées, usurpation de fonctions. À l'entame de cette conférence de presse, une minute de silence a été observée à la mémoire de la mère de l'ex-président, rappelée à Dieu le 15 octobre. Et l'actualité politique en Côte d'Ivoire reste toujours marquée par l'appel de Daokro, appel du président du PDC-RDA, Henri Konan Bédié, invitant à un consensus autour de la candidature unique du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour le compte du RHDP, le Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Candidature unique à l'élection présidentielle de 2015, des missions d'explication et de sensibilisation de la direction du PDC-RDA pour une adhésion à l'appel de Daokro s'effectue dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Le président Bédié avait lancé cet appel le 17 septembre dernier à Daokro lors du meeting de clôture de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région de Lifou. À un an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel et le Programme national de cohésion sociale se sont entendus sur l'essentiel, apporter leur contribution à l'organisation d'une élection apaisée, mais surtout acceptée de tous. Victorine Yaouyouboui pour en savoir davantage.
Échange de documents entre les professeurs Francis Vangavodier et Maria Toukone. Par ce geste, le Conseil constitutionnel et le Programme national de cohésion sociale, PNCS, se donnent la main en vue de contribuer à des élections apaisées et régulières en Côte d'Ivoire en 2015. Parmi les grands problèmes qui mettent en péril la cohésion nationale, il y a surtout les élections qui nous amènent ici aujourd'hui. Il s'agit donc à travers notre démarche de voir quelle synergie il est possible de développer entre le Conseil constitutionnel et le PNCS pour parvenir à des élections qui consolident la paix et renforcent la cohésion sociale. Si la société est homogène, si elle est pacifiée, les risques et les motifs de conflit s'en trouvent réduits. Et au bout, on pourrait de manière idéale assister à cette situation où les élections ne donnent lieu à aucune contestation et partant à aucun contentieux. Il est donc heureux que nous puissions amorcer cette coopération dont je viens de souligner la nécessité. Une commission mixte sera mise en place pour assurer le suivi de cette collaboration. Le président du Conseil constitutionnel annonce même un séminaire fin octobre qui devrait réunir toutes les parties prenantes dans l'organisation des élections en Côte d'Ivoire, notamment le ministère de l'Intérieur et la Commission électorale indépendante. Ce sera l'occasion pour tous ces acteurs de réfléchir aux dispositions à prendre afin d'éviter une autre crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Poursuivons ce journal avec ce constat. Aucun opérateur du secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire ne respecte le cahier des charges qui fait obligation d'offrir des services de qualité aux clients, aux consommateurs. Ce constat a été fait par l'ARTCI, l'autorité des régulations des télécommunications et des TIC en Côte d'Ivoire. Ce non-respect des règles va coûter aux opérateurs économiques de ce secteur d'activité plus d'1 milliard de francs CFA. Explication, Lassine Ouattara. L'autorité de régulation des télécommunications et TIC de Côte d'Ivoire, ARTCI, entend faire du secteur l'un des plus performants avec une qualité de service irréprochable. Il a été ainsi instauré des audits réguliers pour évaluer les services de tous les opérateurs présents sur le marché ivoirien. Dernier en date, celui de 2013, qui avait révélé des manquements vis-à-vis du cahier des charges en vigueur. Interpellés en juin dernier par une mise en demeure, les opérateurs ont tenté de se conformer aux règles et assurer ainsi une meilleure qualité de service pour le bonheur des consommateurs. Ces efforts demeurent cependant insuffisants, d'où des amendes d'un montant global de 1,2 milliard de francs CFA à verser à l'État. Dans l'ensemble, la couverture 3G dans les villes et sur les axes routiers, cette couverture s'est améliorée. Les indicateurs d'accessibilité et de continuité se sont aussi améliorés, mais restent en dessous des seuils fixés par les cahiers des charges. Les indicateurs sur les performances radio 2G et 3G sont restés statiques et en dessous des seuils. Au cours de cette rencontre, il a été aussi question du renouvellement des licences, du roaming national, de la mutualisation des équipements et aussi de la 4G. Sur le dernier point, les consommateurs devront cependant patienter pour cette technologie en Côte d'Ivoire. Notons que l'ARTCI envisage pour l'année 2014 plusieurs évaluations dans le même genre, avec cette fois un accent sur les services clients, la facturation et la visiophonie. Et dans le cadre de la lutte contre l'obtention illégale des marchés publics, le gouvernement ivoirien a pris des mesures. L'autorité de régulation a rendu depuis le début de l'année 100 décisions. 26 dossiers d'opérateurs économiques d'une valeur de 300 milliards de francs CFA ont été tout simplement annulés. Et pour dénoncer les marchés mal attribués, un numéro vert est à votre disposition. C'est le numéro 800 00 appel gratuit. L'autorité des régulations est un organe spécial indépendant rattaché donc à la présidence de la République. La Côte d'Ivoire abritera les 8e Jeux de la francophonie prévus du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Pour apprécier le niveau des préparatifs, un comité international des Jeux séjourne en ce moment à Abidjan. Au programme de cette mission d'évaluation figure une séance de travail avec le comité local. La Côte d'Ivoire, pays organisateur des 8e Jeux de la francophonie. L'événement qui se tient du 21 au 30 juillet 2017 se prépare activement.
Une délégation du Comité international des Jeux de la francophonie est en mission d'évaluation à Abidjan. La délégation a tenu une rencontre avec le Comité national des Jeux de la francophonie pour s'imprégner des préparatifs. On vient de nous présenter l'ensemble des commissions spécialisées, je voudrais dire les experts nationaux qui vont organiser les Jeux, qui sont déjà connus, qui sont désignés, qui vont constituer leurs équipes, qui vont préparer les différents plans opérationnels. Donc, selon le chronogramme, les choses se tiennent. Donc, je dois saluer le travail du comité national avec l'appui de l'ensemble des départements ministériels du district. Les choses se déroulent très bien. Le processus se déroule comme nous le souhaitons. La plupart des commissions clés ont été mises en place depuis les commissions en charge des compétitions sportives, compétitions culturelles, les activités de développement. Pour une réussite parfaite de cette 8e édition des Jeux de la francophonie, 18 commissions sont mises en place. Nous sommes tous motivés pour que ces Jeux de la francophonie soient un succès en Côte d'Ivoire. Nous avons vu ce qui s'est passé à Nice, je crois que c'est une leçon et nous sommes vraiment décidés à relever le défi. Pour rappel, les Jeux de la francophonie ont été créés par les chefs d'État et de gouvernement ayant le français en partage. Les objectifs fixés sont entre autres promouvoir la langue française, la paix et le développement à travers des rencontres et échanges entre jeunes francophones. Avant de refermer ce 20h, rendons-nous au Vatican où les éminentes personnalités catholiques du Saint-Siège sont divisées sur un sujet d'actualité, le mariage pour tous, le mariage homosexuel. Des précisions dans cet élément. Des débats passionnés et des chantiers ouverts. Le premier volet du synode sur la famille s'est achevé dimanche au Vatican. Pendant 2 semaines, les évêques ont abordé différentes problématiques. Ils se sont accordés sur plusieurs points, mais l'accueil dans l'église des divorcés remariés ou des homosexuels n'a pas fait consensus. Certains évêques redoutent que s'ils disent des choses trop clémentes sur les catholiques divorcés et remariés, ceux qui vivent en concubinage ou les homosexuels, les gens se diront « Oh super, peu importe, toutes les unions se valent ». De l'avis de beaucoup de cardinaux, c'est la première fois que les échanges ont été aussi francs et animés entre progressistes et traditionalistes. Pour les prêtres les plus conservateurs, certains sujets comme l'homosexualité ne méritent pas de débat. Le mariage pour les homosexuels est contre nature. Parler de problèmes comme le genre ou tout ça, je ne suis pas d'accord. Beaucoup de familles écartelées entre la doctrine catholique et la réalité de leur quotidien attendent des changements. Il doit y avoir plus de tolérance pour des choses qui existent depuis des siècles et des siècles. Par exemple, les personnes qui se séparent quand elles sont mariées. En concluant cette assemblée des évêques, le pape François, qui prône l'ouverture, a appelé tous les participants à vaincre la peur devant les surprises de Dieu. Dieu n'a pas peur des nouvelles choses. C'est pourquoi sans cesse il nous surprend, ouvre nos cœurs et nous guide de façon inattendue. Il nous renouvelle, il fait de nous des êtres nouveaux constamment. Le pape François a à cœur de réduire le fossé avec ceux qui se sont éloignés de l'Église. Il invite les paroisses du monde entier à débattre de ces sujets avant la prochaine session du synode en octobre 2015. Voilà la fin de ce journal. Après avoir participé au 20e anniversaire de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le président de la République est de retour au pays. Il est arrivé ce soir même. Il est arrivé donc aux environs de 19h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Rappelons qu'il a participé aux travaux donc du 20e anniversaire. Vous apercevez donc le chef de l'État qui sera certainement accueilli par les présidents d'institutions et des membres du gouvernement. Demain, vous aurez le compte rendu de notre envoyé spécial Awa Touré au Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information à 23h. Bonne suite de programme sur les antennes de la RTI.